Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée. On va triompher, Une fois encore, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Je suis Aboubaki Boukari et j'ai comme invité M. Ben Ayoub. Il est journaliste et directeur général de Media for Change. Dans la première partie de notre émission, nous avions parlé de leur organisation Media for Change, de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de Covid-19 et du recensement général qui a eu lieu cette année ici aux USA. Bon, pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs? Ok, je suis Ben Ayoub, je suis président de Media for Change, qui est une plateforme qui regroupe des journalistes, des blogueurs et des acteurs de la société civile qui font la promotion des objectifs de développement durable. Ok, là c'est bien, là c'est bien. Bon, monsieur Ayoub, comment vous vivez les deux confinements? Ici au niveau de New York, ils ont commencé par déconfiner, les gens ont repris le travail. Bon, comment vous vivez ça? Oui, effectivement, c'est avec vraiment un sentiment mitigé. D'abord, la joie parce que les activités économiques vont reprendre, le boulot certainement va reprendre. Mais le sentiment est mitigé dans la mesure où on a vu depuis quelques temps, depuis quelques jours maintenant, un regain au niveau des chiffres qui ont commencé à augmenter, la contamination, et c'est une grosse source d'inquiétude. On espère que les populations continueront à se protéger avec leurs masques, à respecter les mesures barrières, notamment le lavage des mains, pousser dans les coudes, la distanciation sociale. Puisque, voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est un virus qui est délicat. On ne sait pas au juste comment le faire, on ne sait pas au juste comment il se propage. Essayons vraiment de multiplier le respect des gestes barrières et on espère qu'avec ça, on pourra se prémunir du virus. Ok, là c'est bien. Bon, selon le journal NBC New York City a enregistré 0 décès le dimanche dernier. Quelle est votre impression? Oui, c'est une bonne nouvelle de savoir que les pertes en vie humaine sont en train de diminuer ou sont en train de se stabiliser à un certain niveau. C'est ça. Par contre, la grosse inquiétude demeure toujours, c'est vraiment le taux de contamination qui continue à augmenter. Et on espère que ce sera vraiment dommage qu'après toutes ces privations, après plus de 3 mois de confinement, nous retombions encore dans ce cycle infernal-là de contamination. Et on espère que, bon, vraiment, une solution sera trouvée. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vaccin. Ils sont en train de chercher, ils sont en train de se battre pour ça. Les textes continuent. La bonne nouvelle, c'est que au niveau des centres, il y a eu une multiplication des lieux de tests où les gens peuvent faire les tests et avoir le tranquille, avoir vraiment la sérénité de savoir qu'ils ne sont pas malades. Parce que rester dans le doute aussi, ce n'est pas facile. Mais au-delà de cela, on appelle toujours les populations, comme je le disais tout à l'heure, à respecter les mesures barrières parce que nous sommes tous responsables quelque part de la santé de la collectivité. C'est ça. On essaie de se protéger au maximum nous-mêmes. Il faut se protéger et protéger les autres. Absolument. Ah, là, c'est bien. Sinon, selon moi, le fait que j'ai appris la nouvelle comme quoi ils ont eu 0 décès, je me suis dit que bon, le Covid est derrière nous, mais finalement, les contaminations, ça continue comme vous venez de le mentionner. Vous voyez? Donc, maintenant, en ce qui concerne notre cher continent, l'Afrique, on a remarqué qu'il n'y a pas eu tellement de décès là-bas. Qu'est-ce qui a aidé l'Afrique à se mettre à l'abri de Covid-19? Parce que je peux dire ça quand on sait que au Brésil actuellement, il y a beaucoup de morts. Chaque jour, on enregistre, alors qu'on avait dit que l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire. Finalement, le pire n'a pas été au rendez-vous. Oui, on peut dire qu'avec notre système de santé qui est pratiquement à terre et qui est pratiquement délabré,
C'est un miracle que l'Afrique ait survécu au Covid en n'enregistrant pas autant de morts. La plupart des pays ont des taux de guérison assez exceptionnels, assez extraordinaires. Dans un contexte où on n'a pas vraiment de prise en charge, où on n'a pas vraiment de médicaments, où on n'a pas le traitement adéquat avec notre système de santé qui est vraiment lui-même malade. C'est un miracle. Mais par contre, voilà, les scientifiques nous le diront certainement mieux. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des hypothèses qui courent en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne vraiment l'immunité de la population africaine, quoi. Que notre immunité est tellement élevée. Ce n'est pas scientifiquement prouvé pour l'instant. Bon, voilà, en Afrique, généralement, on est habitué à ce genre de pathologies, à des maladies. Comme Ebola. Voilà, depuis qu'on est petit, je pense que notre système immunitaire, on a fait vraiment face à beaucoup de maladies, le palu, la rougeole, plein de maladies. Donc, je me dis que quelque part, on est quand même habitué à ce genre de situations. On a eu Ebola, on a eu plein de maladies, la grippe aviaire et tout ça. Donc, quelque part, nos systèmes de santé on se sont adaptés un peu à faire face à un certain nombre de maladies bactériennes et tout cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme je le dis, ce ne sont pas des raisons qui sont prouvées, ce ne sont que des spéculations. Et on se dit tout simplement qu'il faut continuer à faire la sensibilisation, continuer à respecter les gestes barrières, continuer à porter les masques parce qu'on ne sait jamais à quel moment est-ce qu'on peut rencontrer ce virus-là. Donc, encourager toujours les populations africaines à ne pas se dire qu'il existe une immunité face au virus lié à la couleur de la peau. Je ne le crois pas, je pense que c'est faux, mais je pense simplement que c'est un virus qui se métamorphose, on ne sait pas jusqu'à présent comment est-ce qu'il va se présenter et il faut faire très attention. Il faut limiter les dégâts, il faut se protéger soi-même, protéger sa famille. Et voilà, c'est ce que je peux dire. En ce qui concerne les raisons, je ne saurais le dire parce que même les scientifiques n'ont pas encore dévoilé ces raisons, n'ont pas encore pu répondre à ces questions. Donc, nous, en tant qu'observateurs, ce serait trop prétentieux de pouvoir identifier quelque chose comme étant la cause. Tu voyais un peu. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Ben. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que l'autre fois, quand je causais avec un ami en Europe, la personne m'a dit que bon, on ne peut pas être tellement optimiste en ce qui concerne l'Afrique, puisque beaucoup estiment que c'est quand ça va finir chez nous ici, dans les autres pays, en Chine et autres, où il y a tellement eu de dégâts, que ça va aller en Afrique. Bon, c'est pourquoi je suis sceptique. Je ne veux pas dire que bon, l'Afrique... C'est un virus qui est vraiment étrange. On ne saurait le dire, mais moi, je reste toujours optimiste. Je me dis que, voilà, la nature est en train de faire son travail. C'est ça. Et voilà, nous sommes, après plusieurs générations de virus, parce que le miracle est là, Dieu est en train de nous protéger. Voilà, donc on ne sait pas. Dieu est en train de faire notre palabre à notre place. Bon, je ne saurais le dire, mais je pense simplement que je suis heureux de savoir que ça n'a pas décimé l'Afrique comme ça avait été annoncé. Et en même temps, je souhaite que les populations africaines, nos parents en Afrique, aient conscience du danger de ce virus-là et qu'elles ne puissent pas s'exposer vraiment aux dégâts de ce virus. Faisons attention, continuons le message de la sensibilisation, c'est le plus important. Là, c'est bien. Bon, maintenant que le nombre de décès a diminué dans beaucoup de pays, pouvons-nous dire que COVID-19 est derrière nous ou bien on est obligé de vivre avec? Je pense que selon les prévisions des scientifiques, selon les prévisions de l'OMS, selon les prévisions de la plupart des chercheurs et tout ça, je pense qu'il faut s'habituer à vivre avec Covid parce qu'on ne sait pas quand ça va finir et on ne sait pas au juste
comment le virus aussi va se métamorphoser. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut respecter les mesures d'hygiène. Ouais. Il faut se tenir à cela. Et même l'après-Covid sera aussi difficile. Voilà. Sera difficile même que la période de Covid parce que l'économie est à terre. Il faut des investissements. Voilà. Pour le ralenti. Je voulais même vous poser une question sur ça aussi. Dans un rapport des Nations Unies, il a été dit que nous ne serons plus dans l'ordre normal. C'est-à-dire l'ancien ordre va changer. Ouais, ça c'est vrai. Ça veut dire que les relations internationales, ça va changer. Ça veut dire que la manière de gérer les questions de santé publique dans nos États va changer. Ça veut dire que les relations même entre les gens, vous voyez, ça fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile. Les gens se méfient un peu. Les zones où il y a beaucoup de personnes. Donc, le COVID est en train de nous apprendre une leçon vraiment d'adaptation. C'est ça. Il faut qu'on s'adapte et je pense que l'après-COVID aussi sera une période de survie à laquelle on va s'adapter aussi. Ok, bon, comme vous avez touché du doigt en ce qui concerne l'économie, je voudrais vous poser la même question. Quelle sera l'attitude de nos gouvernants africains? C'est-à-dire, quel type d'économie ils doivent adopter? Est-ce qu'il faut continuer par le libéralisme ou bien ils doivent adopter un peu de protectionnisme pour pouvoir mieux avancer et protéger les populations africaines? Bon, je pense que pour cette question, il n'y a pas un type d'économie particulier qui convient dans cette, je veux dire, dans ce contexte qu'on vit. D'abord, il faut survivre, il faut d'abord vivre. Voilà. Il faut d'abord s'arranger à maintenir les populations en vie, à renforcer le système de santé publique, à renforcer la prise en charge. Et après cette étape-là, je pense que les questions vont se poser. Chaque pays n'aura pas forcément les mêmes capacités de résilience. C'est ça. Je crois qu'après Covid, les gens tireront les leçons qu'ils ont à tirer. Ils vont certainement adapter, n'est-ce pas, leur politique économique en fonction de leur réalité. Mais ce que je peux dire en général, après ce genre de crise-là, l'économie informelle qui a été la plus touchée, puisqu'on a vu que les petits les moyennes entreprises là n'ont pas, dans nos États africains, eu beaucoup d'aide. Il faut penser à cela parce qu'aux États-Unis, par exemple, que je connais, il y a eu des aides, il y a eu des loans pour les small business, les SPS, Small Business Loan for Disaster, les PPP, les Pension Programmes. Ça c'est vrai. Il y a plein de programmes pour aider les petites entreprises. Mais ça permet à l'économie d'avoir un certain regain. Mais dans nos États africains où les choses sont fermées, les petits commerçants qui font dans l'informel, il faut penser à un modèle qui est différent forcément du modèle classique occidental qu'on a l'habitude de voir. Il faut adapter les réponses à notre type d'économie et notre type d'économie, malheureusement, est basé à plus de 70 à 80% sur le secteur informel. Je pense qu'il faut regarder dans cette direction-là et adapter les réponses en fonction de nos réalités. C'est ça. Donc, on me fait signe que nous allons arrêter pour les obligations publicitaires. Quand on va revenir, on va continuer de parler de quel type d'économie l'Afrique doit adopter. Ensuite, de parler du recensement. C'est l'heure de la pub. Nous sommes de retour, cher frère Ben Ayoub. Bon, on parlait du type d'économie que l'Afrique doit adopter après Covid. Bon, maintenant, nous remarquons qu'ils sont en train d'ouvrir les frontières terrestres et aériennes. Bon, est-ce que c'est le moment de le faire, M. Ayoub? Je pense que personne n'a le choix, ni les États, ni nous-mêmes, les populations. Personne n'a le choix de vivre. Vous voyez, on ne peut pas continuer à rester en autarcie. Il faut qu'on vive. C'est ça. Et pour moi, si ça ne tient qu'à moi, je pense qu'il faut rouvrir l'économie. C'est ça. Il faut permettre à la vie de reprendre. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça va finir. Et il faut renforcer les mesures d'hygiène, le lavage des mains,
il faut que chacun, il faut rendre le masque obligatoire pour tout le monde, ouais. dans tous les espaces. Et c'est l'une des meilleures protections, le masque. Et je suis favorable, je suis de ceux qui pensent que il faut rouvrir les activités, il faut rouvrir les vols commerciaux, il faut rouvrir les frontières terrestres, il faut que la vie reprenne et qu'on apprenne à vivre avec COVID-19. À vivre avec le virus. De toute façon, on ne sait pas comment gérer. Ça va finir. Voilà, il y a des pays qui se sont enclavés, mais malgré cela, ça n'a pas empêché la maladie de rentrer et de faire des dégâts. Donc, je me dis, écoutez, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Il faut que chacun est responsable individuellement de sa propre santé, de sa propre sécurité et de la sécurité de la santé aussi de son voisin. Et je pense qu'il faut qu'on redouble de vigilance. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable avec nous-mêmes et qu'on essaie de mettre le masque. C'est vrai, c'est inconfortable par moment. D'inculquer ça dans nos habitudes parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos habitudes qui ont été modifiées. Et je pense que le port du masque aussi devrait faire partie aujourd'hui de notre quotidien, de nos habitudes. Ok, là c'est bien. Mais, M. Ayoub, ça se complique parce que l'ouverture, c'est pas quand ils ont ouvert comme ça, les gens vont continuer par voyager. Par exemple, le cas de mon pays, le Togo. Si je veux voyager aujourd'hui, arriver, on va me confiner ou bien on va me mettre en quarantaine pendant 14 jours. Et c'est le voyageur qui va payer les frais d'hôtel et sans manger pendant les 14 jours. Si tu n'as pas le virus, c'est en ce moment qu'on peut te libérer. Tu vas faire. Et combien l'on doit payer? On va débourser 500 000 francs CFA. Vous voyez que peut-être c'est une manière de nous faire bloquer ou bien de dire à chacun de rester là où il est. Je pense qu'en toute chose, il y a une responsabilité collective, mais il y a également une responsabilité individuelle. C'est ça. Tous envie de voyager, on a tous envie d'avoir la liberté de mouvement et tout ça. Mais si la situation ne nous permet pas de le faire, on a raison garder. C'est ça. Et je pense qu'à ce qui concerne les mesures dont vous parlez tout à l'heure, chaque État prend les dispositions en fonction des réalités du pays. On souhaite seulement que les États soient beaucoup plus tolérants, soient beaucoup plus compatissants à la souffrance des populations et qu'ils puissent permettre d'alléger un tant soit peu les charges pour les populations. C'est ce qu'on espère et je crois que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Nous espérons que ce sont des questions qui vont se traiter au cas par cas. Et que finalement, les populations auront la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir voyager librement. Et même s'il y a toujours des restrictions, mais que ces restrictions-là soient allégées, pouvoir permettre à la vie de reprendre plus rapidement. Normalement. Merci beaucoup, M. Ayoub, pour vos réponses. Bon, on a beaucoup parlé de Covid. Bon, maintenant, je voudrais qu'on parle du recensement général qui s'est passé ici. Bon, tous les 10 ans, le gouvernement fédéral procède à un dénombrement de la population de tous les États du territoire américain. Cette année, vous aviez été un acteur important lors du recensement ici à New York. Bon, j'aimerais savoir si nos frères africains se sont fait recenser en grand nombre. Monsieur Ayoub. D'accord, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le recensement 2020 aux États-Unis, ce qu'on appelle le Census 2020, j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec une organisation non gouvernementale qu'on appelle African Communities Together, où j'ai travaillé en tant que Census Captain. J'ai eu l'opportunité de travailler dans un environnement où nous avons pu encourager les Africains à faire leur recensement parce qu'on a constaté que depuis plusieurs années, les populations africaines étaient undercounted. C'était des gens qui étaient sous-représentés parce qu'ils ne s'intéressaient pas à tout ce qui se passait au niveau du recensement. Les gens étaient dans leur coin et vraiment, il fallait qu'on sensibilise, il fallait qu'on apporte des explications, des clarifications sur l'importance du recensement. C'est ce qu'on a essayé de faire avec notre équipe et je pense que le message est passé. Les résultats, l'impact a été constaté sur le terrain. Aujourd'hui, on est une communauté underrepresented
Maintenant, grâce aux efforts, pas seulement de African Communities Together, mais également d'autres organisations. Qui ont participé à cette campagne de sensibilisation, on a pu permettre aux communautés africaines de se recenser sans trop de suspicion parce que les gens avaient peur. Les gens se sont dit qu'on va utiliser les informations contre eux pour donner à l'immigration des questions comme ça. Mais c'était des barrières qu'il fallait briser et on a essayé de rassurer les gens. Et je remercie Dieu que tout se soit bien passé. Et voilà. Ouais, bon, je me rappelle bien, vous m'avez contacté pour vérifier si je l'ai fait moi-même. Et je vous ai dit, je l'ai fait avec des frères là. Donc là, c'est bien. Bon, monsieur Ben, quelle est l'importance de ce recensement? Oui, aujourd'hui, avant de parler de l'importance rapidement du recensement, je vais parler du taux. Aujourd'hui, j'apprends que au niveau de l'État de New York, de la ville de New York, je crois que le taux de self-response, c'est autour de 53%. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est pratiquement le même taux que les communautés africaines ont réagi. Je crois que c'est une bonne chose, même si on aurait pu légitimement espérer avoir beaucoup plus de 60% et autres. Mais de tradition, on sait que ce taux-là n'a jamais été aussi exponentiel. Les gens se sont très peu intéressés à la politique, au financement et tout ça. Mais déjà, avoir plus de la moitié de la population qui est c'est déjà bon. C'est une bonne chose et on espère que ces chiffres-là vont s'accroître dans les années à venir. Puisque le recensement, je reviens sur l'importance maintenant du recensement. C'est très important parce que ça nous permet de nous impliquer dans la gestion de la collectivité. C'est ça. Il y a une enveloppe de plus de 775 milliards, pardon, de 675 milliards de dollars qui sont distribués à tous les États, n'est-ce pas, des USA par le gouvernement fédéral. C'est ça. Et ces 675 milliards sont répartis en fonction du nombre de populations dans chaque État. Et chaque fois que vos populations dans un État ne se font pas recenser, c'est l'État en question qui paie. Ça vous pénalise. L'argent, et cet argent-là devait servir à la construction des infrastructures, le transport public, les hôpitaux, tout ce qui va dans les aides publiques et tout ça. Donc, c'est une perte et il faut éviter cela. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes impliqués pour que nos communautés puissent être vraiment représentées dignement et qu'on puisse affecter les ressources en fonction en tenant compte du nombre de populations qui sont à New York et ainsi de suite. Nous avons espéré que l'opération se passe bien. Ça s'est très bien passé et on espère également que d'autres personnes pourront nous accompagner dans ce travail-là pour faire prendre conscience aux populations africaines qu'elles doivent s'intégrer dans le tissu social américain et ne pas se mettre en marge. C'est ça. Ah, là, c'est bien, monsieur. Bon, mais souvent, le problème de certains Africains, c'est qu'ils veulent bien aller se faire recenser. Mais leur inquiétude, c'est que la plupart de nos compatriotes n'ont pas de papier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas légaux, quoi. Donc, est-ce que, avec le census, est-ce que ça nécessite nécessairement que l'homme ait des papiers avant de se faire arrêter, ou bien même si tu n'as pas de papier, tu peux te faire recenser? Pas du tout, pas du tout. Le recensement peut se faire même quand on n'a pas les papiers. Le recensement, c'est une activité qui est différente de l'immigration. Et les informations que vous donnez sont safe et confidential. C'est-à-dire que c'est sécurisé et c'est confidentiel. L'État de New York ne peut jamais partager vos informations avec l'immigration. Si quelqu'un le fait, la personne est passible de peine d'emprisonnement et d'amende. Il y a des amendes pour cela et c'est légal. Vous pouvez poursuivre quelqu'un qui partage vos informations avec l'immigration. L'immigration, c'est différent. C'est différent, c'est obligatoire et vraiment, c'est protégé. C'est ce que je veux dire. Et justement, dans le dernier recensement qui a eu lieu,
il y a pas celui de 2020 là, mais celui de 2010, l'État de New York a perdu plus de 2 à 4 sièges au niveau du Congrès. Beaucoup de personnes n'ont pas pu participer au recensement. Et cette année, il fallait éviter que cela n'arrive pas. Ok, là c'est bien. Bon, on a seulement 3 minutes pour finir notre émission. Bon, cher frère Ben, bon, est-ce que vous comptez retourner un jour dans votre pays pour servir la Côte d'Ivoire? Bien sûr, les Africains, la plupart des personnes qui sont à l'aventure, qui sont des immigrés, ont désir cher de retourner pour aller contribuer au développement de leur pays. C'est le rêve de personne. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas envie de retourner aller servir son pays. Ouais, je suis d'accord sur ce point. Parce que dans la vie, chacun a sa trajectoire. C'est ça. Chacun a sa réalité, chacun a son histoire. Ce sont des questions qui sont individuelles, qui sont personnelles, à laquelle on peut pas répondre à la place des gens. Mais toujours est-il que, en tant qu'Africains, on espère vraiment le meilleur pour nos pays, pour nos États. Et quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, on aimerait pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à faire avancer vraiment notre pays. Ça, c'est un bon message. C'est un bon message. Je suis parfaitement d'accord. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. C'est très important. On sait où on va, mais il ne faut jamais aussi oublier d'où on vient. Moi, pour mon cas personnel, j'ai fait des études ici aux États-Unis. Et après les études, j'espère que d'autres portes vont s'ouvrir, que ce soit ici aux États-Unis ou bien que ce soit en Afrique, chez moi, en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, je vais dire, dans une autre nation, l'endroit du monde où le destin va m'amener, je serai prêt à servir. Pas forcément dans mon pays, ici, partout où le destin m'amènera pour faire valoir mes compétences. Je suis vraiment prêt à le faire. Et là, c'est bien, monsieur Ayoub. On me fait signe que notre temps est fini. Bon, je vais enseigner en même temps, enchaîner votre mot de fin, parce que notre temps est fini. D'accord. Merci. Voilà, le mot de fin, c'est de dire merci à votre chaîne de télévision et aussi rappeler le travail que nous faisons au niveau des Media for Change et demander aux populations de s'intéresser aux questions du bénévolat et du développement durable. Je vous remercie et mon numéro de téléphone, c'est le 347-553-3931. Again, 347 553 39 31. Si vous avez des questions sur le développement durable, si vous avez des questions sur l'organisation communautaire, vous pouvez nous contacter à Media for Change. On sera très heureux d'en discuter avec vous. Ok, non, il n'y a pas de souci, on le fera ensemble. Merci beaucoup, monsieur Ben, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci également aux membres de l'équipe de BronzeNet qui nous ont aidés à enregistrer cette émission. Une fois encore, merci à toutes et à tous. Merci, bye bye. Et le même qu'on a fui d'autres personnes. En vérité, tous ceux qui sont pas riches en leur esprit, ils seront pauvres dans cette vie.